Assalamu alaikum, chers étudiants. Alors, nous poursuivons la correction du TD concernant les compresseurs axiaux. Pour l'exercice numéro 7, on nous dit ici, on considère un étage de compression axiale avec les données suivantes, à savoir la température totale à l'entrée du compresseur, la pression totale à l'entrée du compresseur, la vitesse axiale à l'entrée du compresseur, le débit massique du fluide qui est là. Nous avons le rapport des pressions, la vitesse de rotation du rotor, la vitesse donc tangentielle à l'entrée du rotor qui est nulle ici pour nous, dans notre cas ici, les rayons en fait au bout de l'ailette et le rayon en fait de la racine de l'ailette. D'accord? Nous avons R1, R11, R12. Alors ici on nous demande de calculer donc à la mi-hauteur, n'est-ce pas, donc les angles des écoulements relatifs du rotor, c'est-à-dire calculer bêta 1 et calculer bêta 2. Ensuite, on nous demande de calculer la puissance requise par le rotor. Ensuite, on nous demande de calculer le rendement et le degré de réaction de l'étage. Quand on parle du rendement, on fait référence ici par rapport au rendement isentropique. Il faut faire attention. Ensuite, on nous demande de calculer le nombre de manches en vitesse relative à l'entrée du rotor. Alors, comme données supplémentaires, nous avons le rapport entre la vitesse relative à la sortie du rotor et la vitesse relative à l'entrée du rotor, dont le rapport est égal à 0,72. Maintenant, on va répondre vite fait par rapport à cet exercice-là. Donc, pour la résolution, j'ai considéré tout d'abord les données suivantes, parce que ce sont les données qui sont fournies par rapport au problème. D'accord? Alors, je tiens d'abord à rappeler d'abord que le triangle de vitesse dans le cas d'un compresseur axial est de la forme suivante à l'entrée du rotor. Et maintenant, à la sortie du rotor, nous avons cette configuration. D'accord? Sachez que, n'est-ce pas, donc la valeur de la vitesse tangentielle à l'entrée du rotor est prise égale à 0, dans notre cas ici. D'accord? Donc, comme la vitesse tangentielle est égale à 0 à l'entrée, alors la vitesse absolue à l'entrée est égale à la vitesse axiale à l'entrée. Et n'oubliez pas aussi que dans le cas d'un compresseur axial, la vitesse axiale à l'entrée est égale à la vitesse axiale à la sortie. On y est. Super. Maintenant, dans un premier temps, d'abord, on va calculer d'abord la valeur de la vitesse d'entraînement du rotor à mi-hauteur, comme ça a été demandé. Alors, à la mi-hauteur, on peut dire que la vitesse d'entraînement, qui est la valeur de U, d'accord, est égale à R1-, le rayon moyen donc du rotor, multiplié par la vitesse angulaire du rotor. Or, on sait que la vitesse angulaire du rotor est égale à 2pi fois n. Or, le n s'exprime en tours par minute, donc on aura 2pi n sur 60, qui nous donne pi n sur 30, multiplié par R1-. Avec R1-, c'est la somme des rayons, n'est-ce pas, divisé par 2. Le rayon supérieur plus le rayon inférieur divisé par 2 pour avoir le rayon moyen. Alors, on peut calculer ici le rayon moyen, donc nous avons une valeur de 165 mm. Alors, on doit avoir ce rayon-là en mètres pour que la vitesse ici soit en mètres par seconde. Et de là, on peut ramener donc en mètres, on aura 0,165 et les calculs nous donnent une valeur de 345,57 mètres par seconde, qui est la vitesse d'entraînement du rotor. Alors maintenant, regardez ce triangle-là. Ça, c'est le triangle de vitesse à l'entrée du rotor. D'accord? Comme la composante CU1 égale à 0, alors on peut dire que la tangente bêta 1 est égale au côté opposé qui est U. D'accord? Parce que ça, c'est U. Donc, côté opposé, c'est U. Et la vitesse d'entraînement divisée par la vitesse axiale. D'accord? Donc, on peut appliquer cette relation. Donc, de là, on peut tirer en fait l'angle relatif à l'entrée du rotor, bêta 1. Et après calcul, on trouve que bêta 1 est égal à 66,54 degrés, d'accord, qui est la vitesse, qui est l'angle relatif à l'entrée du rotor. Ensuite, pour trouver la valeur de l'angle bêta 2 à la sortie du rotor, on peut appliquer d'abord cette relation, sachant que tangente de bêta 2 est égale à U, d'accord, moins cette composante-là qui est égale à CU2, divisé par la vitesse axiale. D'accord? Vous avez cette fameuse relation qui est là qu'on peut appliquer. Voilà. Maintenant, l'inconvénient ici est qu'on ne connaît pas la valeur de
dci2, qui est la composante tangentielle donc, de la vitesse donc, absolue, d'accord, à la sortie du rotor. Maintenant, on peut aussi maintenant utiliser le cosinus, hein, parce que ce triangle-là est rectangle en ce point, d'accord. On peut dire que le cosinus de bêta 2 égale au côté adjacent qui est donc CA2 divisé par la valeur de la vitesse relative à la sortie. Or, d'après les données, on sait que W2 sur W1 est égal à 0,72. Alors, on peut dire que W2 est égal à 0,72 fois W1. Donc, ici, on peut trouver facilement bêta. Donc, l'inconnu sera W1 et de là, on peut utiliser ce fameux triangle-là. D'après Pythagore, on sait que W1 est égal à CA1 au carré, racine carrée de CA1 au carré, plus U au carré. D'accord? Très bien. Alors, on peut appliquer cette hypothèse-là en disant que le cosinus de bêta 2 est égal au côté adjacent sur l'hypoténuse. Et de là, on peut tirer facilement, n'est-ce pas, donc bêta 2 en disant qu'il est égal à cos moins 1 dCA2 sur W2. Or, W2 est égal à 0,72 W1. Et là, vous aurez cette fameuse expression. Comme on a déjà expliqué ici que l'inconnu reste W1, qui est la vitesse relative à l'entrée du rotor. En utilisant Pythagore, on trouve que W1 est égal à racine carrée de CA1 au carré plus la vitesse d'entraînement au carré. D'accord? Et de là, on connaît CA1, qui est la vitesse axiale. D'accord? Ça, on connaît 150. La vitesse d'entraînement, on vient de le calculer, c'est 345,57 mètres par seconde. Et là, les calculs nous donnent 376,72 mètres par seconde. Connaissant maintenant W1, on peut maintenant faire l'application numérique pour trouver l'angle bêta 2, qui est l'angle relatif à la sortie du rotor. D'accord? Voilà. Alors maintenant, on peut faire la synthèse. Hein. Donc, globalement, les angles d'écoulement relatif du rotor sont bêta 1 à l'entrée et bêta 2 à la sortie. Maintenant, la question numéro 2 nous demande de calculer la puissance requise par le rotor. Alors, par définition, on sait que la puissance requise par le rotor, qui est une puissance mécanique, hein, est égale au débit massique multiplié par la vitesse d'entraînement, facteur de la composante tangentielle à la sortie du rotor, moins la composante tangentielle à l'entrée du rotor, qui est nulle. D'accord? Donc, ceci nous donne 1 point U fois CU2. Or, d'après la question numéro 1, on sait que tangente de bêta 2 est égale à U moins CU2 divisé par CA2. Et de là, on peut trouver la composante CU2. D'accord? Voici son expression. Alors maintenant, dans les applications, donc, je vous conseille vivement en fait de toujours calculer la composante tangentielle à la sortie du rotor. Parce que cette composante-là vous permettra, donc, si on vous demande par exemple de calculer l'angle statorique à la sortie, d'abord alpha 2, vous pouvez l'évaluer à partir de là, parce qu'on sait que tangente alpha 2 est égale à CU2, d'accord, divisé par CA2. Donc, ça peut vous permettre, n'est-ce pas, vous pouvez donc l'utiliser pour calculer facilement alpha 2, d'accord. Ou bien, vous pouvez l'utiliser aussi pour calculer la vitesse absolue à la sortie du rotor. D'accord? Alors, pour moi, je vais directement donc remplacer dans cette expression-là, là où j'ai CU2, je remplace par son expression. Et là, la puissance mécanique devient donc PC égale à M point U, facteur de U moins CA2, tangente bêta 2. Je connais bêta 2, donc je peux facilement faire l'application numérique. Et de là, on trouve une valeur de 1,026 MW, d'accord, qui est la puissance donc consommée par le compresseur. Alors, vous pouvez remarquer ici que cette puissance-là est tellement élevée. Hein. Vous avez une puissance qui est très, très importante, aux alentours de 1, n'est-ce pas, de 1 méga. D'accord? Maintenant, on verra dans l'exercice numéro 8 hein, qui finalise le TD concernant le compresseur, les compresseurs axiaux. Vous pouvez voir maintenant, on va essayer de voir ensemble, n'est-ce pas, comment diminuer en fait la puissance mécanique requise par le rotor. D'accord? En installant ce qu'on appelle des IGV. D'accord? Là, on verra dans l'exercice numéro 8. Alors, maintenant, la question suivante nous demande de calculer le rendement et le degré de la réaction de l'étage. Alors, pour ce faire, d'abord, on définit d'abord ce que c'est qu'un rendement isentropique. Le rendement isentropique est égal, n'est-ce pas, et le rapport entre le travail théorique du compresseur et le travail réel. Le travail théorique, voici son expression, c'est égal à
la différence des températures fois Cp. Donc, vous avez T0S, qui est la température théorique à la sortie, appelée aussi température isentropique, et là, moins la température T01, qui est la température totale à l'entrée du rotor. Maintenant, ici, vous avez au dénominateur la température T03, qui est la température réelle, n'est-ce pas, donc, du fluide à la sortie du compresseur. Toujours T01, c'est la température théorique. Maintenant, c'est-à-dire c'est le rapport entre la variation de la température isentropique sortie moins température totale entrée, divisé par la variation de la température, n'est-ce pas, donc sortie réelle moins la température donc d'entrée. D'accord? Alors ici, on connaît, d'après les données du problème, on connaît T01. Il nous manque T03S et T03. Donc, pour avoir T03S, c'est la température isentropique, sortie compresseur. Donc, c'est une température qui est théorique. Hein. D'après le cours, on a dit que la transformation entre l'entrée et la sortie du compresseur est une transformation qui est isentropique, hein, c'est-à-dire adiabatique réversible. Donc, la température de sortie pour un étage est donnée par cette relation, c'est-à-dire T03S, qui est la température théorique sortie, est égale à la température d'entrée multipliée par le rapport des pressions. D'accord, à la puissance gamma moins 1 sur gamma. Donc, je remplace T01 par sa valeur, le rapport par sa valeur, et maintenant gamma par sa valeur. En faisant le calcul, on trouve que la température théorique à la sortie du compresseur est de 281,83 Kelvin. D'accord? Maintenant, pour trouver maintenant la température réelle, on peut appliquer cette fameuse relation. On sait que la température totale dynamique, qui est appelée aussi température stagnante réelle, est donnée par cette fameuse relation. Donc, T03, c'est la température réelle, n'est-ce pas, qui est la température dynamique, est égale à la température statique plus la vitesse absolue à la sortie du compresseur au carré, divisé par 2 fois Cp. Maintenant, je connais la température statique, qui est la température isentropique, d'accord, à la sortie du compresseur. Maintenant, notre inconnu reste maintenant la vitesse absolue à la sortie du compresseur. Alors, pour l'évaluer, j'applique maintenant Pythagore, hein, parce que regardez, ceci, donc, c'est l'hypoténuse de ce fameux triangle qui est là, d'accord? Rectangle en ce point-là. Voilà. Maintenant, je peux dire que C2 est égal à racine carrée de CA2 au carré plus CU2 au carré. Maintenant, je connais l'expression de CU2, alors facilement, je peux avoir la vitesse absolue à la sortie du compresseur. Maintenant, appliquons cette relation. Et là, maintenant, je peux remplacer donc CI2 par son expression. Et là, je peux faire les calculs. On trouve que C2 égale à 191,329 mètres par seconde. Connaissant cette vitesse-là, je peux maintenant faire l'application numérique. Et là, on trouve que la température réelle du fluide à la sortie du compresseur est de 300,04 Kelvin. Alors maintenant, je connais les deux inconnus. Maintenant, je peux faire facilement l'application numérique. Et là, on trouve que le rendement isentropique du compresseur, n'est-ce pas, donc pour un étage, est égal à 58,65%. Alors maintenant, l'autre question, n'est-ce pas, c'est de déterminer aussi le degré de la réaction de l'étage. Alors pour ce faire, d'après toujours le cours, on sait que le degré de réaction est donné par cette fameuse relation, c'est-à-dire c'est la vitesse axiale divisée par 2 fois la vitesse d'entraînement, facteur de la tangente de bêta 1 plus tangente bêta 2. Je connais bêta 1 parce qu'on l'a calculé. Je connais aussi bêta 2 parce que nous l'avons évalué. Alors, on peut faire l'application numérique et là, on trouve que le degré de réaction est égal à 0,8289 qui est à peu près égal aussi. Si on veut l'exprimer en pourcentage, ça nous donne 82,89% qui est le degré de réaction. Alors, ensuite, pour finaliser le problème, on nous demande de calculer le nombre de manches en vitesse relative à l'entrée du rotor. Alors, par définition, le nombre de manches est donné par le rapport entre la vitesse divisée par A. Donc, ici, on nous a demandé en vitesse relative. Donc, on va remplacer, on va écrire ici W1 divisé par A1. Si on nous avait demandé de calculer le nombre de manches en vitesse absolue à l'entrée du rotor, on allait marquer M1 est égal à 101, d'accord, divisé par A1. Maintenant, si on nous avait demandé aussi de calculer le nombre de manches à la sortie du rotor, n'est-ce pas, en vitesse relative, on allait marquer M2 égale à W2 divisé par A1, d'accord, pardon, divisé par A2. Dans ce cas-là, maintenant, le paramètre A2 serait égal à racine carrée de gamma fois R fois T2, d'accord?
pardon, fois T03, parce que c'est la sortie, d'accord? Voilà. Maintenant, ici, on nous demande de calculer le nombre de manches en vitesse relative à l'entrée du rotor. Donc, on prend M1 est égal à la vitesse relative qui a été demandée, divisé par A1. Or, A1, comme c'est l'entrée, est égal à racine carrée de gamma fois R fois T01. Ici, c'est T01, hein, ou bien T1, bon, c'est la même chose. Hein. Voilà, c'est la température, surtout, c'est la température totale à l'entrée du compresseur. Maintenant, je connais T01, n'est-ce pas, la température totale. Maintenant, je peux faire l'application numérique. Hein, et on trouve que A1 égale à 320,20,72 mètres par seconde. Et de là, je peux maintenant évaluer donc M1. Et là, on trouve égal à 1,174. D'accord? Alors maintenant, avant de clôturer le problème, on tient tout d'abord à rappeler quelques, n'est-ce pas, donc, points portant sur le paramètre M. Alors ici, lorsque le paramètre M calculé est inférieur par rapport à 1, alors ici, d'après le cours, on dit que l'écoulement du fluide à l'intérieur du compresseur est subsonique. Cela signifie que l'air ou bien le fluide se déplace à une vitesse inférieure à celle du son. Alors, ce qui est souhaitable pour la plupart des compresseurs axiaux. Alors, car ceci assure une compression stable et efficace. Maintenant, dans le cas où vous avez le nombre de manches qui est donc à peu près égal à 1, alors on dit tout simplement que l'écoulement du fluide à l'intérieur du compresseur est transonique. Alors, ce qui peut entraîner des pertes de charge et des perturbations dans le comportement de l'écoulement. Alors, vous pouvez remarquer que si M est à peu près égal à 1, donc vous pouvez avoir, n'est-ce pas, donc une réduction du rendement isentropique et une augmentation donc de la puissance consommée par le compresseur. Maintenant, dernier point, c'est lorsque le nombre de manches est supérieur par rapport à 1. Dans ce cas-là, on dit que l'écoulement du fluide à l'intérieur du compresseur est supersonique. Alors, ce qui peut entraîner effectivement des phénomènes de choc, des pertes de performance telles que la réduction du rendement isentropique et aussi donc un fonctionnement instable donc au niveau du compresseur. Donc voici donc les quelques points qu'on devrait illustrer concernant, n'est-ce pas, donc la signification du nombre de manches selon la valeur trouvée. Alors, dans notre cas ici, on remarque que nous avons un nombre de manches qui est égal à combien? À 1,174, qui est supérieur par rapport à 1. Donc, l'écoulement de l'air à l'intérieur du compresseur est supersonique. D'accord? Alors là-dessus, je vous remercie et on se retrouvera prochainement pour la résolution de l'exercice numéro 8 portant sur les compresseurs axiaux. Donc là, on va essayer de voir comment réduire ou bien diminuer la puissance mécanique consommée par le compresseur. Et aussi comment en fait augmenter l'efficacité ou bien le rendement isentropique du compresseur. On est d'accord? Donc là, je vous remercie et à la prochaine, Inch'Allah.